Donc, j'appelle le professeur Abkari, que vous connaissez très bien, donc je lui donne la parole. Vous avez la parole, c'est Abkari. Merci, cher ami Sehida. Moi aussi, je tiens à remercier les organisateurs de l'association des pédiatres d'Agadir de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir de venir. J'ai déjà participé à la première édition, qui était une réussite. Et aujourd'hui, je vois qu'on va encore vers le succès de ces journées-là. Alors donc, comme a dit Sehida, le sujet qui m'a été confié, donc c'est un sujet d'actualité. L'objectif de cette présentation, c'est d'abord de cerner un cadre nosologique. Parce qu'à un certain moment, on ne sait pas de quoi on parle, est-ce que c'est allergie, intolérance, sensibilité, etc. C'est l'occasion aujourd'hui. Et puis, je vais discuter de toutes les pathologies que le gluten peut engendrer, de l'allergie vraie au blé, en passant par la sensibilité, donc jusqu'à la maladie cœliaque. On va définir au fur et à mesure. Et puis, arrivant à la maladie cœliaque, je ne vais pas traiter la maladie cœliaque en tant que telle, mais je vais me contenter des dernières recommandations et de voir si ces recommandations sont compatibles avec notre contexte. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à discuter et bien sûr, la discussion sera ouverte et on est ouvert à toute la discussion autour. Alors, le gluten, l'être humain, il consomme le gluten depuis des siècles et des siècles, même avant, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et ce qu'on a remarqué, d'ailleurs des travaux au niveau des États-Unis, il a remarqué que le 19e siècle, il y avait beaucoup de consommation de gluten par rapport au 20e siècle, mais avec peu de consommation, la pathologie liée au gluten a augmenté. Et donc on s'est posé beaucoup de questions. Certains disent que c'est le blé qui a changé, d'autres, effectivement, il y a un peu de ça. Mais la question est toujours ouverte. Pourquoi il y a l'émergence de ces pathologies? La maladie cœliaque est connue, ça fait longtemps, mais l'allergie et la sensibilité, on va en parler, c'est quoi la sensibilité, qui sont en croissance, donc ces pathologies. Probablement, les auteurs disent que le développement de l'industrie alimentaire et à vouloir à tout prix améliorer certains aliments comme pizza, etc., on a œuvré pour des farines beaucoup plus riches en gluten et probablement on a contribué à l'éclosion de ces pathologies liées au gluten. Donc c'est... Alors, on est sorti de la vaccination, on va plonger un peu sur la botanique. D'abord, c'est quoi ce gluten dont on parle? Le gluten, c'est une partie protéique du blé. Alors, du blé qui fait partie des céréales qui ne sont autres que le maïs et le riz. Et c'est du blé qu'il s'agit. Et le blé, il y a le blé dur, qui est à la base des semoules et des pâtes de qualité, et il y a le blé tendre, ça s'appelle le froment, pour faire la farine ou fabriquer des pains ou des biscuits. Mais ce n'est pas tout. Alors, le gluten, il est dans le blé, mais il est aussi dans d'autres graines. L'avoine, il a été innocenté. Il a été même autorisé pour les malades cœliaques, mais à condition qu'on soit sûr que ça n'a pas été contaminé. Donc, ça reste prescrit, mais avec précaution. Sinon, il y a le seigle, il y a l'orge, il y a l'épeautre. L'épeautre, en préparant ça, je le découvre, c'est un blé appelé le blé gaulois. Bon, il est cultivé sur des sols qui ne sont pas riches et souvent dans des altitudes. Exemple type au niveau du sud de l'Italie, au niveau de la France. L'épeautre, il contient du blé, mais il contient du gluten, mais moins que le blé. Et il a beaucoup de vertus aussi alimentaires. Il est plus cher d'ailleurs. Voilà, c'était juste pour votre curiosité. Et vous voyez la différence entre les grains. Le blé,
L'épeautre, il est beaucoup plus long et il est vêtu, il n'est pas dévêtu comme le blé. Et au niveau du seigle aussi, au niveau de l'orge, le seigle, c'est encore plus long. Et donc, il y a cette différence génétique entre les différentes graines, mais l'essentiel, c'est qu'il y a du gluten dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre cabinet, il se peut que quelqu'un vient du sud de la France, ou bien de l'altitude, ou vient de l'Italie, et il va vous dire « et l'épeautre, monsieur ?» Alors, il faut au moins avoir une idée sur les différentes graines qui contiennent du gluten. Bien. Alors, sur cet algorithme-là, il y a le grain du blé. Hein. Il est constitué par quoi? Il y a le germe, il y a les enveloppes, c'est 3% le germe, et il contient peu de protéines solubles dans l'eau, des protéines qui sont solubles. Mais par contre, la grosse partie de la graine du blé, c'est ce qu'on appelle l'albumène. Ce n'est pas l'albumine, mais l'albumène qui contient de l'amidon, 82%, et 12% de protéines. Et ces protéines sont insolubles dans l'eau, 80 à 85%. Et ces protéines ont le gluten, parce que ça comporte le gluténine et le gliadine. C'est juste pour vous situer l'agent causal. L'agent causal, il est là. Il est dans l'albumène de la graine du blé et dans la partie insoluble des protéines, qui ne sont autres que le gluténine et le gliadine. Et une autre remarque, les protéines solubles qui constituent l'enveloppe, il y a des molécules, le lipide transfert protéine LTP, et surtout l'amylase trypsine inhibitors, ATI, amylase trypsine inhibitors. Ça, c'est un pesticide naturel. Il est dans l'enveloppe et il sert à protéger les protéines de la graine contre la protéolyse. Et celui-là, il est responsable de beaucoup d'ennuis. Donc, je vais vous le dire rapidement. On a beau dire allergie au blé, sensibilité au gluten, sensibilité au gluten, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde qu'il faut plutôt dire allergie au blé, sensibilité au blé. Parce que ce n'est pas seulement le gluten qui est mis en jeu, mais il y a d'autres substances, notamment celle-là, l'ATIS, le pesticide naturel contenu dans l'enveloppe de la graine. L'ATI. Ça, c'est pour vous présenter cette graine. Voilà les protéines gluténine et gliadine qui constituent le blé. Et il y a, par analogie, d'autres qui sont génétiquement proches du blé. Celle du seigle, ça s'appelle les sécaline, odéine, avéline, c'est pour votre culture. Si vous trouvez ça, c'est les prolamines, c'est les protéines de réserve, dont fait partie le gluten. Maintenant, on va entamer les pathologies, les réactions au gluten. Alors, de façon globale, quand on parle de l'allergie alimentaire, il y a une réaction du corps à la prise d'un aliment X. Mais cette réaction, il peut être immunologique comme il ne peut pas être immunologique. Et donc en 2008, il y a une douzaine d'experts qui se sont réunis dans le monde et ils ont décidé d'arrêter ce cadre nosologique. De quoi on parle? Sensibilité, allergie, etc. Voilà. Donc, réaction adverse, c'est toute réaction à la prise d'un aliment. Ici, on parle du gluten. Cette réaction, il peut être toxique, comme il peut être non toxique. S'il est toxique, ça c'est un autre cadre, bactérien, etc. Non toxique, ça s'appelle hypersensibilité. Donc c'est l'hypersensibilité ou le tronc commun. Et cette hypersensibilité, elle peut être immunologique, c'est-à-dire il a un support immunologique, ou non immunologique. S'il est immunologique, il y a l'allergie vraie, c'est l'allergie au blé qu'on va voir. Mais il peut être auto-immune. C'est le cas de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, environnementale, génétique, etc. Mais aussi, elle est auto-immune parce que le corps synthétise des anticorps dirigés contre la transglutaminase, qui n'est autre qu'une enzyme tissulaire de notre organisme. Donc, cette réaction adverse, hypersensibilité non toxique, immunologique, allergique ou auto-immune, et dans l'allergique, il y a la non-IgE-MIDI, il y a la IgE-MIDI. On va voir ça. Et puis,
la non-immunologique, c'est-à-dire une hypersensibilité, mais ça s'appelle l'intolérance. Il y a pharmacologique, c'est ce qu'on appelle les fausses allergies. Supposons, par exemple, vous prenez un aliment histamino-libérateur, vous allez avoir des signes, mais sans que vous soyez allergique, un urticaire ou autre. Et puis, ça peut être métabolique. Et là, c'est par un déficit enzymatique. Par exemple, déficit de la lactase, de la saccharase isomaltase, etc. Donc, ce n'est pas une allergie. Par exemple, il te dit, je suis allergique au lactose. Mais ce n'est pas une allergie. Ça, c'est métabolique. C'est une réaction non immunologique, c'est une intolérance par défaut enzymatique. Revenons maintenant, ça c'est en général, mais au gluten. Le gluten, il y a la partie auto-immune, c'est la maladie cœliaque en premier, mais on trouve la dermatite herpétiforme, etc., l'ataxie. Et ça peut être allergique, c'est l'allergie IgE-médiée et non IgE-médiée, et ça peut être la sensibilité au gluten. La sensibilité au gluten, il n'est ni cœliaque ni allergique. C'est des personnes qui vont développer des symptômes lorsqu'ils prennent le gluten dans leur alimentation. C'est la sensibilité. Et quand on voit, ce n'est pas une maladie cœliaque, c'est-à-dire que les sérologies, la biopsie, etc., il n'y en a pas, et ce n'est pas allergique. La sensibilité au blé, c'est-à-dire quelqu'un qui est sensible. Rappelez-vous de l'hypersensibilité, j'ai dit que c'est le tronc. Immunologique, allergique, donc allergie au blé. Et j'ai mentionné que pourquoi allergie au blé? Parce qu'il n'y a pas seulement le gluten, mais il y a le LTP, il y a l'ATI, l'amylase trypsine inhibitors, le fameux pesticide naturel, qui peut être à l'origine de cette allergie. Donc, on ne va pas revenir. Il y a l'IgE-médié, il y a le non-IgE-médié, il y a une entité dont on ne parle pas, parce qu'elle est l'apanage beaucoup plus de l'adulte, mais il peut se rencontrer chez l'adolescent. Et comme vous prenez en charge des adolescents, si cette entité se présente, au moins vous allez savoir pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'allergie au gluten liée à l'exercice physique. C'est des gens qui prennent le gluten et 2 heures à 4 heures après, s'ils font un exercice physique, ils vont développer des symptômes. Et les mêmes symptômes disparaissent à l'effort quand on ne prend pas le gluten. Donc, j'ai préféré vous parler de ça. Et puis, à la fin, il y a la non-allergique, la non, etc. On va voir ça. Alors, revenons maintenant à l'allergie vraie au gluten, au blé plutôt, pour qu'on soit beaucoup plus précis. Le blé, il fait partie de ces aliments qui doivent figurer obligatoirement sur les produits. On va trouver l'œuf, le lait de vache, les cacahuètes, les céréales, donc c'est le blé, les noix, etc. Il doit figurer. Ce tableau-là, il est très ancien, mais il est très pertinent. C'est de Madame Vautrin. Et ce tableau, qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met que certaines allergies alimentaires, les flèches en blanc, c'est l'œuf, l'allergie aux protéines de lait de vache et les céréales, c'est des allergies qui disparaissent avec le temps. Dans la plupart des cas, il y a une tolérance qui s'installe avec le temps et l'organisme va les tolérer. Heureusement qu'il y a une tolérance qui nous a permis de prendre des aliments. La tolérance elle se passe au niveau de l'intestin, au niveau de la barrière intestinale. Et la barrière intestinale, notre intestin, c'est un organe immunologique. Il n'est pas seulement l'absorption et la digestion, mais c'est un organe immunologique par excellence. 70% des cellules immunitaires résident dans notre intestin. Deuxième chose, c'est un organe endocrinien aussi, parce qu'il sécrète beaucoup d'hormones. Et dernièrement, j'étais amené à parler de le lien entre microbiote et obésité. C'est extraordinaire parce que l'intestin il est impliqué dans la sécrétion de la cholécystokinine, la gréline, etc. Donc il y a beaucoup d'hormones sécrétées au niveau de l'intestin qui vont interagir avec les médiateurs chimiques qui existent au niveau des neurones, etc. Donc, au niveau de cette barrière, il y a une tolérance naturelle qui nous permet de nous nourrir. Mais parfois, cette tolérance
fait défaut à l'égard de certains, c'est ce qui fait l'allergie, etc., parce qu'il y a toute une réaction au niveau de cette barrière. Et puis, dans le cas de ces trois produits qui sont l'œuf, les céréales et l'allergie aux protéines de lait de vache, il y a une tolérance qui va s'installer avec le temps. Par contre, il y a des allergies qui vont rester à vie une fois installées, notamment celle de l'arachide et certains crustacés, etc., qui vont persister toute la vie. Alors, l'allergie au blé, j'ai dit tout à l'heure qu'il peut être régi par un mécanisme, soit selon la réaction type 1 de Gell-Coombs, c'est IgE-MEDI, ou bien selon la réaction type 3 de Gell-Coombs, ce qu'on appelle la non-IgE-MEDI. Et tout le monde parmi vous, ils connaissent très bien la forme non-IgE-MEDI de l'allergie aux protéines de lait de vache, par exemple, qui est une forme qui simule en tout point une maladie cœliaque, diarrhée chronique, retentissement staturo-pondéral, etc., signe de dénutrition. Ça va être le cas aussi pour le blé. Donc l'allergie vraie, j'ai dit ici, il faut se méfier des vraies et des fausses allergies. On ne va pas rentrer dans le détail parce que le temps ne le permet pas. Rien que l'allergie alimentaire en tant que telle, on peut passer plusieurs heures pour en parler. Alors, quelle est l'expression clinique de l'allergie au blé IgE-MEDI? Alors ça, vous connaissez très bien les symptômes d'une réaction IgE-MEDI. Ça peut être urticaire, dermatite atopique, angio-œdème, syndrome d'allergie orale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais soit un picotement pharyngé, dès la prise alimentaire, on sent un picotement pharyngé, ou bien une sensation de pseudo-aphte. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome labial. Parfois, il peut même avec un gonflement des lèvres. Ça peut être aussi une réaction digestive, vomissement, nausée, parfois diarrhée, parfois douleur abdominale chez le grand enfant quand il est épigastrique, elle est très évocateur, et parfois même une constipation. Il y a aussi les signes respiratoires, rhinopharyngée, asthme, symptômes, etc. Et il y a l'anaphylaxie, c'est l'extrême de la symptomatologie. Heureusement, en matière de gluten, elle est plus rare que chez l'adulte. Et si on parle de l'allergie aux protéines de lait de vache et on dit que c'est la première allergie alimentaire dans la vie, c'est le lait de vache. Pour le blé, c'est à partir de la diversification alimentaire et souvent, on va assister à ces accidents-là à partir de l'âge de 6 mois, dès que le bébé est en contact avec le gluten. Il y a des facteurs de risque qui font que le choc anaphylactique soit beaucoup plus fréquent chez certains que d'autres, etc. Et à l'âge, et à la prise de médicaments, etc. Je ne vais pas détailler ça. Il y a les tests, comment faire donc le diagnostic, ça vous le savez, les prick tests. Juste une petite remarque, il y a la notion de seuil. L'induration que vous allez mesurer, il y a des seuils. Il y a des seuils et des seuils. Chaque aliment, il a un seuil. Je donne un exemple. Le seuil de l'œuf, il est à 7 mm. Donc, si vous avez 6 ou 5, c'est pas sûr que c'est une réaction. Il y a une réaction, mais c'est pas sûr que ce soit une allergie. Donc, le prick test. Et si le prick test est positif, on peut demander des IgE spécifiques, le dosage des IgE spécifiques. Pour la forme non IgE-MEDI, il y a ce qu'on appelle les tests épicutanés ou patch tests. Ce sont des bandelettes adhésives qu'on va mettre en général sur le dos et la lecture s'effectue au bout de 48-72 heures pour 72 heures et on va voir une réaction comme celle-là au niveau du dos qui atteste du diagnostic. Ça, c'est pour... Alors, s'il y a une discordance entre les IgE spécifiques, les prick tests, etc., négativité, etc., on peut avoir recours à des tests fonctionnels. Ça s'appelle le test de provocation orale. D'ailleurs, dans la communication tout à l'heure de M. Panvert, on a entendu ce mot qui revient souvent, c'est le TPO, le test de provocation orale. Il consiste à supprimer l'aliment de l'alimentation. Il y a une amélioration et après, on redonne l'aliment en cause, ici c'est le gluten, et on va voir qu'il y a une reprise des symptômes. C'est ce qu'on appelle le test de provocation. La réintroduction se fait 4 semaines après. En général, en moyenne, 4 semaines après, c'est le test de provocation qui est de préférable et doit s'effectuer en milieu hospitalier parce qu'il y a un risque de choc anaphylactique. Deuxième entité
Donc dans l'allergie, on a vu l'allergie au blé, IgE-médie. Maintenant, il y a l'allergie au blé non IgE-médie. Et j'ai dit tout à l'heure, il nous rappelle la forme de la non IgE-médie de l'allergie aux protéines de lait de vache. Et puis je vais en parler à travers une étude de 33 enfants pour dire l'essentiel. C'est une allergie qui est remarquée chez le nourrisson un peu tardivement. C'est en général, en moyenne, 24 mois. Ça peut être 17 mois, ça peut être 20 mois, 24 mois. Et pourquoi 24 mois? Parce que l'introduction déjà des céréales, elle est tardive. Si vous voyez que la non-IgE-médie de lait de vache, on la voit tôt, ici, c'est tardif. L'âge moyen, c'est 24 mois. Et le tableau se résume à une diarrhée chronique, ballonnement abdominal, retentissement staturo-pondéral, bref, voire même des signes de dénutrition. Ça revient, ça simule en tout point un tableau de maladie cœliaque. Mais maladie cœliaque avec sérologie négative et avec histologie normale. Et parfois, on peut aussi, dans cette entité, avoir une pathologie eosinophile. Vous savez que les ovagites eosinophiles, les gastro-entéropathies eosinophiles font partie du spectre de la non-IgE-médie. Et donc, ça peut être le cas. Pour l'évolution, c'est-à-dire comment il va évoluer, on l'a dit tout à l'heure, on a dit que les céréales, le blé, il y a une tolérance qui va s'installer. Seulement, cette tolérance, ça tarde. Dans l'allergie aux protéines de vache, on dit qu'en moyenne, à l'âge de 1 an, voire même 1 an et demi, sinon 2 ans. Mais ici, si vous voyez cette étude, on voit que 59% tolèrent à 4 ans, 69% à 6 ans, 84 à 10 ans. Vous voyez qu'il y a même ceux qui restent jusqu'à l'âge de 16 ans pour tolérer à nouveau le gluten. Troisième entité, toujours dans cette allergie au blé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'allergie au blé induite par l'effort physique. Ça, c'est l'apanage de l'adulte. Mais il se voit aussi chez les adolescents, et c'est des manifestations, il y a une conjonction entre le gluten et l'exercice physique. Ils sont liés. Et facile à faire le diagnostic, parce que si on arrête le gluten et on fait l'effort physique, rien ne se passe. Ou bien si on prend le gluten et on ne fait pas d'effort physique, rien ne se passe. Donc il y a une conjonction de ces deux facteurs. Et le mécanisme, il y a probablement invoqué, c'est la diminution de la perméabilité intestinale. Ça commence à bouger, c'est le gluten. Hein. Le gluten qui commence à faire son effet. Voilà. Donc, diminution, non, derrière, je pense, il y a quelque chose. Derrière l'écran. Je suis le technicien, il y a quelque chose qui se passe derrière l'écran. Voilà. Ah, il déplace la pause café. Sans gluten. Donc, l'allergie au blé induite par l'exercice physique, j'ai dit qu'il y a cette conjonction, il y a même le facteur anti-inflammatoire non stéroïdien aussi, et le mécanisme invoqué, c'est une diminution de la perméabilité intestinale. Cette fameuse barrière intestinale, aujourd'hui, il prend toute sa valeur, et d'ailleurs, même dans l'interaction microbiote et le reste du corps, il y a cette barrière qui s'interpose avec ce film muqueux, et ça met à l'écart ces microbiotes et fait éviter au corps ce qu'on appelle la translocation, l'endotoxémie, c'est-à-dire le passage de certains produits des bactéries, notamment le LPS, qui vont passer dans la circulation générale et ils vont induire beaucoup de mal, notamment le diabète, etc. Donc cette barrière, elle est extraordinaire et il faut prendre soin de cette barrière, comme prendre soin le microbiote. Et vous voyez que diminution de la perméabilité intestinale, on la retrouve aussi par inhibition des prostaglandines dans l'allergie au blé induite par l'effort physique. Donc c'est une allergie qui est liée à la gliadine oméga 5, le tri-A19, et les ATI, les fameuses amylase trypsine inhibitors. Et certains disent que c'est une forme particulière de la forme non IgE-médie. Seulement, le facteur essentiel ici, c'est l'exercice physique. J'arrive à la deuxième partie importante de cette présentation. Donc, on a parlé de l'allergie au blé, et pas au gluten, parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent interférer.
l'hypersensibilité au gluten, ou sensibilité au gluten, mais non cœliaque et non allergique. La sensibilité au gluten. Et la SBNC, c'est la sensibilité au blé non cœliaque, ou bien la NCGS, etc., selon les anglo-saxons. Donc vous allez trouver toutes ces dénominations. Cette entité qui est la sensibilité, qui n'est ni l'allergie, ni la maladie cœliaque, c'est une entité qui est nouvelle. Nouvelle, bien sûr, décrite pour la première fois en 1978, mais le consensus c'était en 2010. Donc ce n'est pas quelque chose de très ancien. Et il y a même certains auteurs qui disent que c'est une découverte par les patients. Il y a certains patients qui ont des troubles digestifs comme le côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable, et qui ont choisi par commencer un régime sans gluten, et ils ont remarqué qu'ils se sont améliorés. Et donc, il est né cette... Et d'ailleurs, les études sont très difficiles dans ce sens, parce que la plupart des patients ont déjà commencé de leur propre gré un régime sans gluten. Donc, c'est une entité qui est nouvellement décrite, et on s'est posé beaucoup de questions, mais c'est une entité chez des patients, quand ils font un régime, ils n'ont plus ces symptômes, que ce soit digestif ou extra-digestif, et quand ils recommencent à prendre donc de gluten, ils ont cette symptomatologie. Donc c'est la conférence de consensus en 2010, et il y a une relation étroite avec les FODMAPs. Est-ce que vous connaissez les FODMAPs? Ça fait partie beaucoup plus du fructane, c'est le fructo-oligo-di et monosaccharide et polyol. Les polyols, c'est le sorbitol, ce sucre qu'on met dans les édulcorants, il est même dans les abricots, il permet même accélération du transit, etc. Donc les FODMAPs, et on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le gluten, mais ça peut être aussi les FODMAPs. Et les FODMAPs existent dans les céréales, notamment dans le blé, et ce n'est pas vraiment le gluten à 100%. C'est pour ça qu'on dit sensibilité au blé. Est-ce que cette notion est claire? Non? C'est pour ça aussi qu'il y a cette similitude entre la sensibilité au blé et le syndrome de l'intestin irritable. Parce que le syndrome de l'intestin irritable, en supprimant les FODMAPs, il s'améliore. Alors, quelle expression de cette sensibilité? Il y a chez l'enfant... Oui, c'est exactement 7 minutes. 7 minutes, je dois faire vite, cravacher. Il y a douleur, diarrhée, sans perte de poids. On est loin de la non-hégémie qui retentit sur la croissance, etc. Donc, douleur, c'est un enfant, c'est comme le côlon irritable, c'est comme l'intestin. Et on peut trouver rarement une fatigue, trouble de l'attention, alors que chez l'adulte, les céphalées, les migraines, la fatigue chronique, la dépression, l'anémie, etc., c'est pour ça que des gens comme ça, ils se mettent au régime et tout va bien, donc c'est la sensibilité au blé. Alors, quel mécanisme de cette sensibilité au blé? La pathogénie, encore cette fameuse barrière intestinale. On évoque qu'il y a un défaut de perméabilité de l'intestin. Il y a un travail américain qui a mis en évidence beaucoup de zonuline, c'est une substance qui intervient dans les jonctions inter-entérocytaires. Elle donne cette étanchéité à la barrière intestinale. Il y a la dysbiose. Tiens, le microbiote, on le retrouve, donc qu'on veuille ou pas, le microbiote, il est là et il est derrière beaucoup d'ennuis. Il y a aussi l'activation du immunité innée ou les facteurs déclenchants comme le gluten, l'ATI et les FODMAPs. Cette pathologie, il chevauche avec d'autres pathologies, notamment avec la forme modérée que les Américains, de la maladie cœliaque, que les Américains appellent le cœliacolite. Pourquoi? Parce qu'ils ont 50% des sensibles au blé, 50%, ils ont un trait génétique semblable à celui de la maladie cœliaque HLA-DQ2, DQ8. 50%. Et ils répondent mieux au gluten. Donc on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une forme... Deuxième chose, on trouve, quand on fait une biopsie à ces patients, une augmentation des lymphocytes intraépithéliaux. C'est le stade 1 de marche de la maladie cœliaque. Il y a aussi libération des anticorps antigliadines. Les antigliadines, on ne les utilise plus, parce que c'était les années 80-90,
Ils ne sont pas spécifiques, mais dans cette forme, il y a les anticorps. Mais il n'y a pas les anticorps antitransglutaminase. Donc ici, on peut dire, est-ce que ce n'est pas une forme fruste, les anticorps antitransglutaminase. On met un travail, il a mis en évidence des anticorps antitransglutaminase au niveau de la lumière intestinale et pas dans le sérum. Donc tous ces facteurs-là prédisent une similitude avec les formes modérées. Deuxième explication, l'allergie non IgE-médiée, c'est-à-dire la forme, j'ai dit tout à l'heure, c'est une forme peut-être de l'allergie non IgE-médiée. Et j'ai parlé aussi du syndrome de l'intestin irritable qui se ressemble. J'arrive à la maladie cœliaque. Il me reste 5 minutes. Je vais essayer la maladie cœliaque. Je ne suis pas ici pour traiter la maladie cœliaque. Je l'ai dit tout à l'heure en tant que telle. Je vais juste provoquer la discussion. C'est la discussion tout à l'heure il y a. Alors, maladie cœliaque, tout le monde le sait, c'est une entéropathie par hypersensibilité. On est dans l'hypersensibilité au gluten, au blé, génétiquement prédisposés. C'est des malades qui ont un trait génétique typique HLA, DQ2, DQ8. C'est-à-dire que c'est une valeur prédictive négative extraordinaire. C'est-à-dire, si un malade il te dit j'ai une maladie cœliaque, ou là un médecin qui a diagnostiqué une maladie cœliaque, mais le malade n'a pas la HLA, DQ2, DQ8, on peut dire que ce n'est pas une maladie cœliaque. À l'inverse, il y a jusqu'à 30% de la population qui ont HLA, DQ2, DQ8 et n'ont pas pour autant une maladie cœliaque. Donc la valeur prédictive négative, elle est importante. Diagnostic, il repose sur les sérologies anticorps antitransglutaminase IgA, qui est beaucoup plus spécifique. Les anti-endomysium, c'est un peu compliqué à faire, notamment au Maroc, et on va discuter parce qu'il y a le consensus, il y a le contexte marocain. Et mes amis ici présents, ils vivent ça. Anti-endomysium, c'est sur le sauvage du singe et ce n'est pas évident à réaliser. Troisième chose, c'est l'histologie, c'est l'atrophie villositaire. Selon la classification, avant on disait stade 1 jusqu'à 5, subtotal c'est 4, total c'est 5, partiel c'est 3. Aujourd'hui, il y a la classification de marche modifiée et ça commence, il y a le 3, le 3A c'est partiel, le 3B c'est subtotal et le 3C c'est total. Donc je vous dis ça parce que vous devez avoir un œil sur les contrôles du anapathe. S'il y a une spécialité difficile, c'est l'anapathe. Et il peut faire basculer le diagnostic d'une minute à l'autre. Et le clinicien, il doit aussi avoir un regard. Il doit se dire, voilà les éléments que j'attends de cette biopsie. Et si vous voyez qu'il y a une contradiction, il y a pas mal de demander une relecture, sinon une relecture par une autre personne. Et j'étais amené à le faire. Ce n'est pas évident. Et l'histologie, ce n'est pas drôle, je veux ça faire le diagnostic est fait. Il y a beaucoup de conditions à observer. Il y a la qualité du fragment, est-ce qu'il est superficiel, est-ce qu'il est très bien, où est-ce qu'il est pris, est-ce qu'il y a plusieurs fragments pris, est-ce que dans le bulbe, dans le D2, d'autant plus que dans la maladie cœliaque, il y a une hétérogénéité de la teinte. Il y a des zones où on va trouver l'atrophie et des zones où on ne va rien trouver. Donc, il y a cette hétérogénéité qui laisse difficile l'interprétation histologique au cours de la maladie cœliaque. Et je vous ai mis cette plaque en bas. C'est la sérologie qualitative. C'est un test au doigt. C'est un test qu'on fait au lit du malade. Il est rapide, en quelques minutes, qui nous permet de dire qu'il est très sensible. J'ai fait un travail en comparant avec l'ELISA. Elle est crédible. Mais pour les recommandations, on est contraint d'avoir l'ELISA parce que c'est quantitatif. Et quand on dit plus supérieur à 10 fois, etc., c'est... Voilà, donc la maladie cœliaque... قبيله كان حسن فيلال ودابا شكون مسكيني هيك ما يكون مسكيني. Il faut plonger dans l'océan. Ocean. Chef. On n'a plus la présentation, s'il vous plaît. On n'a plus? Il y a un souci technique. ما عندناش l'écran. اكمل لو راكور. يكمل هذا. هاي جات. ولكن ما جاتش. صافي merci. Donc cette maladie cœliaque qui se présente sous forme d'un iceberg,
La partie que nous diagnostiquons aujourd'hui, c'est la partie apparente, mais il y a une grosse partie, c'est la partie maladie cœliaque silencieuse. Il se peut qu'il n'y ait pas de signes cliniques, mais il y a l'anomalie sérologique et histologique. Et il y a une partie qui constitue la base, c'est les maladies cœliaques latentes. C'est-à-dire on peut ne rien trouver. Ils ont l'HLA en commun, DQ2, DQ8, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ils vont faire la maladie cœliaque. Il y a même parmi cette base-là qui ont une sérologie positive qui reste modérée. Alors, maladie cœliaque, je vais l'aborder à la lumière des dernières recommandations 2020 de la Société européenne de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique. Et on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas prendre comme ça, il faut toujours adapter ça à notre contexte. Alors, je vais résumer ça. Ça, c'est tel quel est. J'ai pris les algorithmes en anglais tels qu'ils sont pour que les gens puissent suivre, mais je vais essayer de résumer. Alors, que disent les Européens ? Ils disent que s'il y a une sérologie positive, pour une raison ou une autre, ou un bilan comme ça systématique, ou bien un tableau clinique suggestif, ou bien une sérologie faite dans un groupe à risque. Et à ce moment-là, vous faites la mesure, c'est-à-dire le dosage des anticorps antitransglutaminases, couplé aux anticorps, dosage pondéral des IgA. Je vais vous expliquer pourquoi je parle du contexte. On ne peut pas, tous les patients, vu le niveau économique, etc., demander d'emblée le dosage pondéral des IgA. Eux, ils le font parce qu'ils ont cette possibilité. Mais plus que ça, le dosage des IgA, parfois, il met plus que les anticorps antitransglutaminases. C'est-à-dire, il met beaucoup de temps, il le sous-traite. Donc, vous voyez que les recommandations ne s'adaptent pas toujours. Donc, on le laisse. Nous, on demande les anticorps antitransglutaminases. S'ils sont positifs, d'accord. Ici, ils demandent, et puis, si l'anticorps antitransglutaminase est positif, bon, eux, c'est un luxe, ils disent qu'il faut référer à un gastro-entérologue. Ne serait-ce que... Alors, finalement, ils reviennent, ils disent que les anticorps, une fois positifs, vous voyez le taux, c'est-à-dire l'ELISA. C'est supérieur à 10 fois la normale. Ils disent qu'il faut conforter ce taux avec les anticorps anti-endomésium. S'ils sont positifs, vous pouvez ne pas réaliser la fibroscopie. Mais attendez, est-ce qu'on a la certitude dans nos anticorps antitransglutaminases ? Je vais vous raconter rapidement, si le président le permet. Il y a une semaine, je reçois une fille. Ça, c'est un cas que je vais vous relater, que j'ai vécu il y a une semaine, qui va vous aider. Alors, c'est une fille qui a fait, en une année, 2 épisodes de vomissement incoercible. Vomissement incoercible jusqu'à l'asthénie, l'amaigrissement, etc., hospitalisation dans une clinique à Casa. Ils ont tout fait. Ils sont passés par la fibro, TOGD, le TDM cérébral, 9 ans. Tout. Rien. Donc, bilan biologique, radiologique, endoscopique, négatif. Ils ont appelé le psychiatre. Le psychiatre, effectivement, il a trouvé... j'ai oublié de vous dire, il a comme antécédent une maladie cœliaque pour laquelle elle est suivie. Voilà. Alors le psychiatre, il l'interroge et il trouve qu'il y a des raisons pour ça. La première, il dit que c'est une fille qui avait un chien et quelqu'un, il a égorgé le chien devant elle. Son chien, c'est-à-dire il vient de perdre son chien auquel il est lié et voilà, vous savez, les tueurs de chats, les tueurs de chiens, etc. Il a tué. Donc il y a une perte de quelque chose de cher. Deuxième chose, il y a la problématique en avant, Tanamor, le collège, etc. Donc l'école, il y a تقصير شويه انت كديري ريجيم علاش etc. هذا c'est extra. On a eu un cas la série de suicide chez un adolescent suite à ça. C'est énorme. Le régime sans gluten, c'est pas facile. Il faut le gérer psychologiquement et au présent. Donc c'est très important. Alors, le psychiatre il a prescrit le traitement. Il y avait une amélioration. Rechute en septembre dernier. En septembre. Et puis je la revois en octobre. Et j'ai dit, je vais faire une fibro. Probablement, il fait une candidose aux ovaires. Pourquoi il continue à faire puisque le diagnostic est déjà fait? Alors je fais la fibro, il est normal. Et par la même occasion, je fais une biopsie duodénale.
duodénale normale, en dehors d'une augmentation des ILIE, les lymphocytes intraépithéliaux. Et je fais la sérologie en même temps. La sérologie supérieure à 200, les anticorps antitransglutaminase, donc supérieure à 10 fois la normale. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis comme le contexte est très difficile. Cœliaque, qui ne cesse pas de vomir, il est maigre, il est dans un état catastrophique, et il a une fibroscopie qui est normale, et l'histologie presque normale, et il a la sérologie au plafond. Qui fait? Mais le régime. La maman, il dit qu'il rapporte que parfois il grignote. Hein? L'hospitalisé, après. Régime surveillé. D'abord, pour toi, c'est l'écart de régime. Pourquoi trouver une biopsie pratiquement normale? Donc, il faut émettre un doute sur la sérologie. Donc, j'étais entêté, j'ai refait la sérologie. La sérologie, il est à 21. C'est 2 fois et demi la normale. On n'est plus dans 20 fois la... 2 fois et demi. Et malgré tout, je me suis dit, est-ce que... Qui a tort? Je moule 200. Et le père qui est intellect, il me dit que le laboratoire, il m'a dit que c'est contrôlé, c'est 200. Alors on fait un troisième. 18. Donc il y a un problème de kit, il y a un problème de sérologie qu'il faut tenir compte. Il ne faut pas, c'est-à-dire mettre un malade sous régime sans gluten, rien que sur une sérologie au Maroc, peut-être on n'est pas encore là. À vie, un régime à vie. Voilà. Donc, 2 minutes pour conclure. Hein. Ils disent, eux, ils disent ça, et ils disent que si les anticorps sont négatifs, ils dosent le dosage pondéral. Si le dosage pondéral est normal, la maladie cœliaque est pratiquement éliminée. S'il est négatif, ils vont doser les IgG, anti-endomélision IgG, etc. Et s'ils sont positifs, il faut faire la biopsie. Donc finalement, après cette éventualité, toujours ils reviennent à la biopsie. Donc pour résumer, moi j'ai juste mis en exergue la discussion qui peut accompagner la maladie cœliaque. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sam Prari, pour cette belle présentation. Vous avez fait le tour sur les pathologies liées au gluten, au blé de façon générale, et vous avez relaté un petit peu les difficultés de notre terrain et d'adapter et d'adopter difficilement les recommandations internationales, bien que certaines me font la remarque, pourquoi ne pas y aller à ces recommandations, de poser le diagnostic, nous allons soulager un petit peu les pédiatres pour retenir le diagnostic de maladie cœliaque. C'est à discuter, oui. Donc le contexte, c'est ce qu'il est. Mais peut-être on peut progresser, on peut évoluer. Parce que moi, personnellement, je travaille avec un laboratoire. Et j'ai posé la question pour les endométrioses, parce que quand je vois un petit peu les résultats, je regarde, quand on me répond que les anticorps anti-endométriose, entre parenthèses, ELISA, je ne vois plus le résultat. Parce que la technique, ce n'est pas l'ELISA. L'ELISA, c'est les transglutaminases. Les endométriomes, c'est l'immunofluorescence, c'est opérateur dépendant. Donc il y a un laboratoire avec qui je travaille, donc voilà. Donc il faut évoluer, c'est vrai, le contexte, comme on l'a dit hier, donc on a déjà entamé hier la discussion, il faut avoir un diagnostic de certitude. Tu l'as dit, tu l'as redit, le régime, hein. Ah oui, c'est ça. Donc merci beaucoup pour ce. Voilà, donc s'il y a des questions, parce qu'on a pris de temps pour quelques questions, voilà. Et vous avez la parole, c'est Mskini. Je voulais juste me remercier Sam Prari pour la qualité de ces présentations comme toujours, et surtout remercier les organisateurs d'avoir choisi cette thématique pour que les gens, les pédiatres et les médecins sachent qu'il n'y a pas que la maladie cœliaque par rapport au gluten. Et ça, c'est, je pense, l'objectif principal de cette présentation, c'est que dans la pathologie pédiatrique, il n'y a pas que la maladie cœliaque en rapport avec le gluten, il y a d'autres entités, et vous l'avez bien expliqué, et je pense que dorénavant, les médecins et les pédiatres auront à penser à ce genre de situation en dehors de la maladie cœliaque. Je reviens sur l'image que vous avez projetée sur les céréales.
On a du mal à trouver l'équivalent en dialecte marocain, Darija. Oui. Vous leur dites les potes, vous leur dites. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'équivalent. J'ai cherché en même temps que la Voilà. modération. Voilà. لقيت malheureusement في جوجل l'explication داروها en dialecte algérien. Mais il n'y a pas de. C'est pas vraiment ça. Il n'y a pas d'équivalent marocain. شويه سموها الحنطه ما عرفتش من ريجيون. Mais, Donc les potres, je crois pas واش عندنا في المغرب بعدا déjà parce qu'on a c'est vraiment des grains طوال شي شويه De toutes les façons, on ne le consomme pas. Et On fait la peut-être que croûte. si on reçoit quelqu'un du sud de France, voilà ça, il y a la raison, c'est pour ça que j'ai projeté Très donc bien. les Est-ce qu'il y a des différentes, questions dans la salle pour Oui, Si Jabir. c'est Jabiri. Il y a deux termes que je trouve parfois dans les régimes sans gluten, c'est le henta ou الحنطه le frika. هي les potres. Le frika. فريكا ديك سي algérien. Ah, d'accord. C'est le dialecte algérien واش القبيل واش فهمتي D'accord. donc D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas considérer toutes ces pathologies du gluten comme un continuum? C'est-à-dire que ce n'est pas des pathologies différentes, mais c'est plutôt un continuum qui va de l'allergie au blé jusqu'à la maladie cœliaque. Et on parle de la même maladie qui est la pathologie du blé. difficile parce que le mécanisme n'est pas le même, du moins pour l'allergie au blé vrai. Hygiémédié par exemple et non hygiémédié. Et la maladie cœliaque, c'est un autre mécanisme. C'est des peptides considérés étrangers, reconnus par le système HLA, et qui vont produire, en présence de la transglutaminase, des peptides toxiques. Ces peptides toxiques, donc, ils vont se comporter comme un agent étranger, et il y a donc la mise en œuvre de toute la cascade cytokine inflammatoire, et à ce moment-là, il y a une destruction de... Donc le mécanisme n'est pas le même. Le mécanisme est tout à fait différent. Par contre, il y a cette similitude entre la sensibilité et la forme modérée. Je l'ai dit, les Américains, ils insistent beaucoup sur cette similitude. Et puis, voilà, la particularité tout à l'heure chez l'adolescent, c'est l'allergie liée à l'exercice physique. S'il y avait des allergologues ici, on peut leur poser la question, est-ce que c'est le même mécanisme que l'asthme de l'effort? Voilà, donc c'est tout. Mais c'est difficile de dire sur le même spectre. Je résume, la maladie cœliaque, c'est purement gluten. Par contre, les autres, c'est au blé. Ça peut être le FODMAPS, et ça peut être amylase, trypsine, inhibitors, ATI. Les autres composants du blé. Oui, question suivante. Merci, Dr Abkari, pour cet exposé très clair. La question, je vous la pose, et je la pose à tout le monde. Est-ce que tout le monde fait une biopsie? Parce que nous, en privé, on a du mal à le faire. Moi, j'ai tendance à faire les anticorps antitransglutaminase et je dose en même temps les IgA, même si c'est un peu cher. Parce que quand je reçois les anticorps antitransglutaminase négatifs, je suis dans l'embarras et je vais appeler le malade qui vient pour lui dire je vais refaire un dosage IgA, donc je le fais systématiquement. Je préfère que c'est un peu plus cher et que ça soit clair dans ma tête, mais je ne fais pas tout le temps la biopsie. Est-ce que j'ai tort? Parce que quand j'ai cliniquement vraiment en faveur du maladie cœliaque, j'ai des anticorps antitransglutaminase à 200, même contrôlés. C'est fait souvent par un labo qui l'envoie en France. Et je démarre le régime, je ne fais pas de biopsie. Est-ce que j'ai tort? Parce que cliniquement, il y a une réponse. Et ça se voit quand même que l'enfant répond bien. S'il vous plaît, M. Abkari va répondre à votre question. Voilà. Là, c'est pas que tu as tort. Tu as fait les recommandations européennes. C'est-à-dire, tu as trouvé 200 et le malade, il était cliniquement évident et tu as mis un régime sans gluten. Ça a donné un très bon résultat. Tu as fait ça. Mais le problème, c'est un régime à vie. C'est un régime à vie. Et on va passer, nous les pédiatres, ce n'est pas un adulte à 50 ans qu'on diagnostique une maladie cœliaque. C'est-à-dire que c'est un petit, qui dit petit, des tentations, des passages par l'adolescence, des filles qui jouent عندي كبروا عندي في la consultation. راه ملي كتبغي تتزوج كتقول لك واش نقول ليه ولا لا لو ماري واش غنقولها ليه باسكو عيب غتقول ليها العجوزه واش هذه امراه هذه اللي ما كتاكلش حتى الخبز
Le contexte des Marocains, il est très difficile. Vous avez tout Alors, à fait raison. Vous avez raison. je vis ça avec les petits. Non, vous avez C'est raison. incroyable. Donc, autant mettre ce régime sans gluten sur de bonnes bases. Et les bonnes bases, ce dont j'ai peur, moi, c'est le dérapage au niveau des laboratoires. L'exemple type, il y a tout à l'heure. On a oublié comme un exemple. Je ne vais pas citer le nom. Un médecin, rapidement, on contraint de temps parce qu'il y a une autre... rapidement. Un médecin, alors, il fait une sérologie pour son fils. Anticorps antitransglutaminase, parce que Chefou, il est un peu maigre, etc. C'était pas très élevé. Je lui dis biopsie. Il m'a dit non, je ne suis pas chaud pour la biopsie. L'anesthésie, machin, etc. Je vais le mettre sous régime sans gluten. J'ai insisté, non. Alors, au bout d'1 an et demi, il constate qu'il n'y a rien de changé. Le patient, il suit son régime, mais rien. Et il me téléphone. Alors, qu'en est-il là? Ça ne bouge pas. Et moi, je lui dis, écoute, il faut qu'on s'assure. Là. Alors, je refais les anticorps, parce qu'il est sous régime négatif. Je le remets sous gluten, négatif. Et il me dit, fais quand même la biopsie, parce que j'ai encore un doute. Donc il est revenu à la biopsie devant des anticorps négatifs, alors qu'au début, il ne voulait pas faire la biopsie. Le temps que est énorme. C'est très passionnant. Voilà, Hier, on a discuté la même thématique sur l'importance de la biopsie. Vous avez réaffirmé ce qu'on avait... Très bien. Le président nous demande... Donc le président nous demande d'arrêter pour passer à la communication suivante. On remercie vivement le professeur Abkari pour cette présentation. Merci pour votre attention.